Faire pression sur l'économie iranienne, rassurer l'opinion publique américaine. Pourquoi Donald Trump a-t-il choisi de prolonger le cessez-le-feu avec l'Iran? France Info. Il assurait être prêt à reprendre les bombardements, mais il a finalement choisi la prolongation de la trêve. Donald Trump a annoncé, mardi 21 avril, que le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, entré en vigueur près de 2 semaines auparavant, était prolongé jusqu'à ce que le régime iranien soumette une nouvelle proposition d'accord de paix dans le cadre des négociations. Le président américain maintient dans le même temps le blocus des ports iraniens, alors que la République islamique refuse de rouvrir le détroit d'Ormuz. Le Pakistan, principal médiateur entre les deux pays, a remercié Donald Trump de permettre aux efforts diplomatiques en cours de se poursuivre. Plusieurs raisons permettent de comprendre pourquoi le président des États-Unis préfère, pour l'heure, la méthode pacifique à une reprise des hostilités, comme vous l'explique France Info. Parce qu'il espère faire craquer l'économie iranienne sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump a affirmé mercredi que l'Iran se trouvait au bord du gouffre financier, décrivant un pays à court de liquidités, avec des pertes de 500 millions de dollars par jour. Fragilisé, le régime iranien est donc plus susceptible de céder sous contrainte et de négocier. Interrogé par France Info, la sociologue Azadekian explique que l'Iran est gangrené par une crise économique profonde, avec une inflation à 85. Dans cette situation, certains, au sein de l'establishment, estiment qu'il est temps de mettre fin à cette guerre et de lancer la reconstruction, assure-t-elle. Reste que l'efficacité de cette pression fait débat. Interrogé par le Financial Times, Vali Nasser, ancien haut responsable américain et professeur à l'université Johns Hopkins, estime que ces menaces ne constituent pas un coup dur pour le régime iranien et risquent surtout de mettre encore un peu plus sous pression l'économie mondiale. Téhéran a constamment démontré sa volonté d'absorber la douleur économique tout en tenant ferme. Il y a peu de raisons de croire que cette fois sera différente, confirme sur X Dani Citrinovich, chercheur à l'Institute for National Security Studies, affilié à l'université de Tel Aviv. Parce qu'il veut exploiter les divisions internes du régime iranien divisé pour mieux régner. Donald Trump a envie d'obtenir un accord et entend y parvenir en profitant de la dissension au sein du pouvoir en Iran, juge le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Les gardiens de la révolution sont des jusqu'au-boutistes, tandis que des personnalités politiques comme le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, et l'influent président du Parlement, Mohammad Ghalibaf, préfèrent discuter, détaille-t-il. Chaque groupe surveille les autres, tout en tentant d'imposer son cadrage de la négociation, explique pour sa part Adel Bakawan, chercheur spécialiste du Moyen-Orient, au HuffPost. Un épisode récent autour du détroit d'Ormuz illustre ces divisions. Abbas Araghchi a annoncé vendredi sur X sa réouverture, prenant de court les gardiens de la révolution. Le lendemain, ils ont mené une attaque contre 2 navires commerciaux. Les deux entités se confrontent et doivent voter chaque décision à la majorité, pour continuer la guerre, pour tenir les négociations, ajoute Adel Bakawan. Ainsi, Donald Trump maintient sa pression en conservant le blocus, tout en espérant que les tensions au sein du régime iranien s'accroissent au point de faire naître une proposition pour négocier favorable aux États-Unis, résume Dominique Trinquant. Dani Citrinovich, lui, n'est pas du même avis. Le chercheur estime sur X que l'Iran évolue vers un système de plus en plus décentralisé, intransigeant et idéologiquement rigide. Si les négociations étaient difficiles avant le conflit, elles sont désormais beaucoup plus complexes, ajoute-t-il. Parce qu'il veut rassurer l'opinion publique américaine et son camp, Donald Trump a beau clamer qu'il multiplie les succès au Moyen-Orient, beaucoup d'Américains semblent ne pas partager son enthousiasme. Selon le sondage commandé par l'agence de presse américaine Associated Press AP, mené ces derniers jours, 67 des personnes interrogées désapprouvent l'action du locataire de la Maison-Blanche en Iran. Le président estime que les États-Unis ont atteint tous leurs objectifs militaires et souhaite se retirer de cette guerre de plus en plus impopulaire, a écrit mercredi le site d'information américain Axios, citant plusieurs responsables américains et proches de Donald Trump. Le cessez-le-feu du 8 avril avait déjà été perçu par certains comme une réponse à ce mécontentement. Das Pota, chroniqueur conservateur auprès du quotidien USA Today, évoquait alors un président réagissant à l'effondrement de sa position politique concernant un conflit mené sans l'appui du Congrès. Pour durer, les guerres nécessitent un consensus. Sans lui, le soutien du public s'érode rapidement, surtout lorsque les coups commencent à se faire sentir, ajoutait Das Pota. Or, comme dans d'autres pays occidentaux, le prix de l'essence grimpe aux États-Unis. Fin mars, quelques jours avant le cessez-le-feu, le gallon près de 4 litres avait dépassé la barre des $4 en moyenne, une première depuis 2022, a rapporté AP,
à partir des chiffres de l'American Automobile Association. Il se situait sous les $3 au premier jour de la guerre, le 28 février. Il s'agit de la plus forte hausse mensuelle jamais enregistrée par l'association, a précisé l'agence de presse. L'enlisement au Moyen-Orient, et ses répercussions sur l'économie mondiale, créent également des remous chez les républicains, alors que se profilent des élections de mandat capital en novembre, rapporte la chaîne américaine CNN, qui a interrogé plusieurs responsables. Les conservateurs pourraient perdre leur majorité tant à la Chambre des représentants qu'au Sénat. Tout devient plus compliqué à mesure que cela dure, parce qu'il y a plus d'incertitude, a expliqué un stratège républicain, qui dit craindre que tout s'effondre pour son parti si la guerre en Iran se poursuit. Parce qu'il entend renforcer les forces armées américaines, Donald Trump l'a affirmé mardi dans une entrevue sur CNBC, le cessez-le-feu en cours depuis le 8 avril permet aux armées américaines de se renforcer. Nous avons utilisé ça pour réapprovisionner les stocks, a-t-il déclaré sur la chaîne américaine, se félicitant que les États-Unis soient désormais bien plus puissants qu'il y a quelques semaines. Pourtant, des données montrent une autre réalité. Une inquiétude commence à poindre au sujet des réserves de missiles dont les États-Unis disposent, estime le Center for Strategic and International Studies. 2 chercheurs membres du think tank basé à Washington se sont concentrés sur ce type de ces munitions clés: les Tomahawk, les JASM, les PRSM, les SM-3IB, les SM-3IA, les SM-6, les THAAD et les PAC-3 MSE. Pour 4 d'entre elles, les États-Unis ont probablement consommé plus de la moitié des stocks d'avant-guerre, conclut-il. Et reconstituer les stocks au niveau d'avant-guerre prendra entre 1 et 4 ans, selon eux. L'organisme affirme qu'aucune pénurie ne menace l'armée américaine dans le conflit au Moyen-Orient. Il mentionne en revanche un risque à court terme si un autre conflit éclatait, notamment face à une puissance rivale comme la Chine. Sujet suivant. Disparition de Manon Rolando, un appel à témoins lancé pour retrouver l'habitante de Saint-Étienne-de-Montluc, Frusinfo. Disparition de Manon Rolando, un appel à témoins lancé pour retrouver l'habitante de Saint-Étienne-de-Montluc. Si vous disposez d'informations permettant d'aider les enquêteurs, veuillez contacter le 0800 877 668, fait savoir la gendarmerie. Publié le 22/04/2026 18h50 et mis à jour le 22/04/2026 19h25. Temps de lecture. Une minute. Des gendarmes se trouvent sur le lieu de travail de Manon Rolando, une mère de 31 ans portée disparue avec son bébé, à Saint-Étienne-de-Montluc, Loire-Atlantique, le 21 avril 2026. Fred Tano, AFP. La gendarmerie nationale a lancé un appel à témoins, mercredi 22 avril, pour retrouver Manon Rolando, une habitante de Saint-Étienne-de-Montluc, Loire-Atlantique disparue depuis le 27 mars. Si vous disposez d'informations permettant d'aider les enquêteurs, veuillez contacter le 0800 877 668, fait savoir le document. La petite fille de 15 mois de cette femme âgée de 31 ans, D1M60, mince, aux cheveux châtains, longs, ondulés, est également introuvable. La gendarmerie a publié un appel à témoins pour retrouver Manon Rolando, le 22 avril 2026. France Info. Le parquet de Nantes a ouvert une enquête pour meurtre par conjoint et enlèvement de mineurs. Le père de l'enfant, qui a pris un vol le 2 avril pour l'Algérie avec le bébé, est suspecté d'être impliqué dans la disparition de Manon Rolando et de sa fille Inéa. Pour le moment, les investigations convergent vers l'hypothèse d'un meurtre, selon le parquet de Nantes. Sujet suivant. Infirmières, transporteurs, BTP. Pourquoi certains secteurs restent sur la réserve face aux nouvelles aides pour compenser les prix des carburants, France Info. Infirmières, transporteurs, BTP. Pourquoi certains secteurs restent sur la réserve face aux nouvelles aides pour compenser les prix des carburants? Soucieux de préserver les finances publiques, Sébastien Lecornu a présenté, mardi, des aides ciblées, au risque de décevoir les professionnels concernés. Publié le 22/04/2026 17h09. Temps de lecture, 6 minutes. Une infirmière libérale présente sa facture de carburant, le 25 mars 2026, près de Buzzingham Nord. Johan Ben Azouz. La voix du Nord. Max PPP. Faut-il voir le réservoir à moitié vide ou à moitié plein? Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a dévoilé, mardi 21 avril, une série de mesures ciblées et de soutien aux professionnels affectés par la hausse des prix des carburants depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. D'un montant total évalué à 180 millions d'euros pour le mois de mai, ces aides viendront compléter de premiers versements d'environ 150 millions d'euros couvrant le mois d'avril. Tout en saluant des avancées, divers représentants des secteurs concernés ont exprimé de premières réserves sur les modalités retenues par le gouvernement. Des infirmiers, qui se disent exclus du dispositif, jusqu'aux transporteurs,
qui expriment leurs grandes inquiétudes dans l'attente des aides. France Info vous explique pourquoi certains en voudraient plus. Parce que l'aide aux grands rouleurs est jugée trop restrictive. Principale nouveauté annoncée mardi, le dispositif d'accompagnement pour les travailleurs modestes grands rouleurs devrait pouvoir bénéficier à pratiquement 3 millions de Français, a affirmé Sébastien Lecornu, et le ministre de l'économie Roland Lescure espère ouvrir les demandes d'ici à la fin du mois de mai. Si certains secteurs bénéficient aussi d'aides spécifiques, les autres doivent compter sur ce dispositif dont le périmètre interroge certains représentants professionnels, notamment dans le secteur de la santé. La Fédération nationale des infirmiers estime ainsi que les infirmiers à domicile restent exclus du dispositif, et réclament un carburant professionnel détaxé, comme pour les pêcheurs ou les agriculteurs. Il s'agit d'un mépris assumé envers 132 000 infirmiers libéraux. Daniel Guillerme, président de la Fédération nationale des infirmiers dans un communiqué au niveau des revenus, on ne sera pas forcément éligible, redoute ainsi Diane, infirmière en Eure-et-Loire, sur RMC. L'aide aux grands rouleurs sera en effet réservée aux travailleurs gagnant moins que la moitié des Français, soit 17 000 € par an pour une personne seule. Nous avons un chiffre d'affaires assez élevé, parce que nous sommes bien loin des 35 heures, explique cette professionnelle, qui pense qu'elle risque d'être au-dessus des seuils. Elle craint que des cabinets, pour assurer leur survie financière, en viennent à refuser la prise en charge de certains patients. L'association Famille Rurale, elle, déplore l'exclusion des retraités, des étudiants ou encore des patients qui doivent aller chez le kiné tous les jours. Réserver les aides aux besoins professionnels revient à reconnaître que les autres besoins essentiels ne sont pas vitaux, dénonce-t-elle. Sur Ici Paris-Île-de-France, l'un de ses responsables plaide pour un élargissement du dispositif aux populations vulnérables telles que les jeunes et les demandeurs d'emploi, dont la mobilité est pourtant une condition essentielle d'accès à l'insertion sociale et professionnelle. Parce que certaines entreprises du bâtiment sont écartées, le secteur du bâtiment et des travaux publics va bénéficier d'une première enveloppe dès le début du mois de mai, a annoncé le chef du gouvernement. On a besoin que ce soit accessible à tous, de façon à ne pas créer de différenciation d'une entreprise à une autre, plaide la Fédération française du bâtiment, alors que Sébastien Lecornu a seulement mentionné les petites et moyennes entreprises de moins de 20 salariés. Les représentants du secteur s'interrogent également sur le choix d'une aide d'environ 20 centimes d'euros par litre qui ne concernerait que le gazole non routier GNR, utilisé par exemple par les artisans et les entreprises qui doivent faire fonctionner des engins de chantier. Nous souhaitons que cela s'étende au gazole routier, notamment pour les entreprises du BTP qui doivent faire rouler des camions, a défendu la vice-présidente de la Fédération, Catherine Guerniou, sur France Info, alors que des discussions sont prévues dans les prochains jours entre le gouvernement et les représentants de la filière. Parce que les transporteurs, les pêcheurs et les agriculteurs espéraient plus pour les transporteurs routiers, l'aide forfaitaire déjà en place, équivalent à une remise de 20 centimes par litre, a été reconduite sans nouvelle hausse. Ce dispositif ne répond absolument pas aux besoins, estime la Fédération nationale des transports routiers, sur France Info. Ce syndicat professionnel attendait des mesures pour soulager les trésoreries complètement asséchées des entreprises, comme des prêts de très court terme à des taux très avantageux, au-delà du prêt flash carburant à 3,8. Ce que nous demandions, ce n'était pas forcément des aides, mais des systèmes qui permettraient d'amortir ce choc. Florence Berthelot, déléguée générale de la Fédération nationale des transports routiers sur France Info. Le dispositif annoncé suscite des grandes inquiétudes, confirme l'Organisation des transporteurs routiers européens. Près de 2 mois après le début de la crise, le site qui permet aux entreprises de déclarer les demandes d'aide qui doivent être versées en mai n'est pas encore opérationnel, regrette son délégué général, Jean-Marc Rivera, sur France Inter. Par ailleurs, ces aides, réservées aux sociétés de moins de 1000 salariés, calculées selon les résultats des années passées et plafonnées à 60 000 €, sont beaucoup trop restrictives, voire très inéquitables entre les entreprises. Les pêcheurs, eux, voient passer leurs aides de 20 centimes par litre de gazole non routier à entre 30 et 35 centimes d'euros par litre, selon Sébastien Lecornu. C'est une avancée qui est importante, salue le Comité national des pêches, tout en espérant un effort supplémentaire pour les professionnels. Il est important de les soutenir à hauteur de 40 centimes, continue de plaider son président, Olivier Lenezet, porte-voix notamment des chalutiers, plus gourmands en carburant que d'autres modes de pêche moins polluants. Même son de cloche chez les agriculteurs, qui voient l'aide à la pompe bondir de 4 à 15 centimes d'euros par litre. On avait demandé 30 centimes du litre, c'est une première réponse, se satisfait la FNSEA, sur France Info. Sujet suivant. Coupe de France, grâce à un doublé d'Eli Wahi, Nice élimine Strasbourg et rejoint Lens en finale, France Info. Coupe de France, grâce à un doublé d'Eli Wahi,
Nice élimine Strasbourg et rejoint Lens en finale. Les Niçois ont pris le meilleur sur les Alsaciens 2-0, mercredi soir, pour aller décrocher une deuxième finale en 4 ans. Publié le 22-04-2026, 22h57, mis à jour le 22-04-2026, 23h07, temps de lecture. 3 minutes. La célébration des Niçois après l'ouverture du score d'Eli Wahi face à Strasbourg, en demi-finale de Coupe de France, le 22 avril 2026. Sébastien Bozon AFP. Le deuxième ticket pour la finale revient à Nice. Plus réaliste, l'OGCN est allé s'imposer à Strasbourg pour remporter la seconde demi-finale de la Coupe de France, mercredi 22 avril, sur la pelouse de la Méno. Les Aiglons ont été portés par un doublé d'Eli Wahi 51e, 80e, qui n'avait pas encore trouvé le chemin des filets dans la compétition cette saison. Dans une rencontre des abords équilibrés, puis dominée dans le contenu par les Alsaciens, ce sont les Aiglons qui ont frappé les premiers. Sur une contre-attaque rondement menée, Jonathan Klaus a servi Eli Wahi, qui s'est joué de la défense adverse avant d'ajuster Mike Penders 51e. Héros du soir, la recrue hivernale a définitivement envoyé les siens vers Saint-Denis grâce au but du break en toute fin de rencontre sur pénalty 82e, à la suite d'un mauvais tacle sur Mohamed Ali Chaud dans la surface. Solide défensivement pour contenir la force de frappe du RCSA et assurer le clean sheet, les Niçois ont aussi pu compter sur un Maxime Dupé décisif dans le Money Time, auteur d'une parade réflexe face à Julio Enciso à l'entame du dernier quart d'heure 76e, alors que le score n'était encore que des 1-0, et quelques minutes seulement avant le deuxième but du soir. Strasbourg, dernière équipe française encore en lice sur tous les tableaux avant sa défaite ce soir, pourra regretter ses occasions non concrétisées tout au long de la rencontre. 17 tirs, 4 fois plus que leurs adversaires. Mais Martial Godot 20e, Emmanuel Emega 23e et Julio Enciso 50e n'ont pas réussi à trouver le cadre. Dans la foulée de l'occasion du Paraguayen, les Niçois ont ouvert le score et pris les commandes du match, pour ne plus les lâcher. Il restera aux hommes de Gary O'Neill, un peu lâché de la course à l'Europe en Ligue 1, le dernier carré de la Ligue Conférence, face au Rayo Vallecano, pour espérer accrocher une finale cette saison, et une place européenne. En position délicate en championnat 15e avec 4 points d'avance seulement sur la place de barragiste, le Gym va disputer sa 6e finale de Coupe de France, le samedi 22 mai au Stade de France, face au RC Lens, 20 jours après le match retour de Ligue 1 programmé entre les deux équipes le 2 mai. Il s'agit d'une deuxième finale en 4 ans pour les Aiglons, battus dans le dernier match de l'édition 2022 par Nantes dans l'enceinte dionysienne. Leur dernière victoire dans la compétition remonte à 1997, le dernier trophée en date remporté par le club azuréen. Sujet suivant. Un nouvel accord franco-britannique a été conclu pour tenter d'empêcher les traversées irrégulières de la Manche, France Info. Un nouvel accord franco-britannique a été conclu pour tenter d'empêcher les traversées irrégulières de la Manche. Les deux pays ont ainsi trouvé un terrain d'entente pour reconduire durant les 3 prochaines années le traité de Sandhurst. Publié le 23-04-2026 minuit 7 temps de lecture, 2 minutes. Un petit canot pneumatique transportant des migrants quitte la côte française en direction de la Manche, au large de Gravelines, le 15 août 2025. Nicolas Economounure photo AFP. Selon les autorités britanniques, 41 472 personnes ont rejoint irrégulièrement le Royaume-Uni sur des petites embarcations en 2025. Un nouvel accord pour tenter d'empêcher ces traversées clandestines de la Manche a été conclu, mercredi 22 avril, entre les autorités françaises et britanniques. Mais ces dernières ont soumis une partie de leur financement à l'efficacité des mesures mises en place pour retenir les candidats à l'exil. Les deux pays ont ainsi trouvé un terrain d'entente pour reconduire durant les 3 prochaines années le traité de Sandhurst. L'accord bilatéral signé en 2018, qui avait été reconduit une première fois en 2023, s'achevait en 2026. Pour la première fois, le financement des autorités britanniques, qui pourra aller jusqu'à 766 millions d'euros sur 3 ans, comprend une part flexible évaluée à 186 millions d'euros, conditionnée à l'efficacité des mesures pour empêcher les personnes migrantes de rejoindre irrégulièrement leur territoire. Seuls 580 millions d'euros sont donc assurés d'être versés par Londres. Ce seul montant représente toutefois déjà une hausse, puisque le Royaume-Uni avait contribué à hauteur de 540 millions dans le cadre du précédent plan. Ce nouvel accord, dont les détails seront évoqués lors d'un déplacement jeudi sur le littoral français des ministres de l'Intérieur des deux pays, prévoit aussi d'augmenter de moitié les forces de l'ordre. Les effectifs seront ainsi portés à quelques 1400 agents d'ici 2029. Une unité de CRS, financée par la France,
sera également dédié à la lutte contre l'immigration clandestine et s'accompagnera du déploiement de drones, hélicoptères et moyens électroniques pour mieux prévenir les tentatives de traversée, et réduire le nombre de départs en particulier des taxi-boats.